Le début du printemps tenait encore le fjord dans sa froide paume, mais le relâchait déjà peu à peu. Ragnhild marchait vers le débarcadère d', un pas vif et régulier, comme si le vent la poussait dans le dos. Elle portait une jupe sombre en laine, par-dessus un court tablier, une tunique épaisse fermée au cou et un manteau doublé de fourrure. Elle transportait du poisson dans des paniers, et chacun de ses pas ne parlait que d'. Une chose, ne pas trébucher, ne rien renverser, ne donner à personne le prétexte de dire qu'au LN avait pas été à la hauteur. Le marchand elle cherchait se tenait au bord du quai, près des petits toits, tonneaux et de la balance. Il N était pas du fjord, mais observait cet endroit depuis longtemps, comme un loup surveille un sentier. Ragnhild s'approcha, posa les paniers sur les planches, essuya ses paumes sur le bord de son tablier, et d'idée, une voix égale, sans sourire, mais sans hostilité non plus. Comme convenu hier, le poisson aidé hier soir. Il N n'a pas reposé au chaud. Le marchand regarda lentement le poisson, puis la regarda elle, comme ça il pesait ce qui coûtait le moins cher, la marchandise ou sa patience. Il répondit d', un ton paresseux, mais avec cette douceur qui cache d'. Ordinaire un hameçon, et hier beaucoup m'ont parlé. Hier était un jour de parole. Et aujourd'hui est un jour de marchandise. Ragnhild sentit une vague brûlante monter dans sa poitrine, mais ne la laissa pas franchir la surface. Elle savait que tout le monde aimait les disputes sur le quai, sauf ceux qui y perdaient de elle argent en argent, argent. Et pourtant, elle dit clairement, « Hier, tu as parlé devant des témoins, devant Ingvar et devant le vieux Hallstein. Tu as annoncé le prix et donné ta parole. Un serment ne efface pas avec le vent. » Le marchand plissa légèrement les yeux, comme si le mot « serment » elle empêchait de respirer. Il avait déjà ouvert la bouche pour répondre, mais à cet instant des pas approchèrent en eux, assurés, un peu plus lourds que ceux des gens du cru, car ces pas portaient, elles, habitude de marcher sur le pont d', un navire, et de garder l'équilibre dans la houle. Raffenkel apparut comme une ombre de mât, grand, solide, sans largeur superflue, mais avec ce poids tranquille dans les épaules qui trahit tel homme de mer. Il portait un manteau bleu, usé sur les bords, mais propre, et une ceinture où pendait un couteau qui n'était pas exhibé, simplement à sa place. Ses cheveux étaient en clair, rejetés en arrière. Sa barbe courte et soignée. Comme c'est, il avait pris l'habitude de ne pas laisser corde et vent accrochés à ce qui dépasse. Son regard, lorsqu'il arrêta à côté des ne se jeta sur personne, ne piqua personne. Il regardait comme si tout était déjà mesuré et rangé en nœuds. Derrière lui se profilait Stirkar, un peu plus petit, le visage mobile et vivant. Rafankel salua le marchand d', un signe de tête, comme on salue un homme avec qui on traite souvent et sans paroles inutiles. J'ai apporté ce que Jost l'ait promis. Du poisson de la sortie à aube. Froid. Le sel N a pas encore eu le temps en ronger le goût. Le marchand anima aussitôt, comme il N attendait que cela. Sa voix devint plus vive, ses mains se tendirent vers les paniers, mais il continuait à garder un visage de un qui résout un problème difficile. Voilà qui est autre chose. Voilà qui ressemble à une affaire. Les hommes et hommes de mer savent se respecter un délai. Ragnhild tourna la tête et regarda Raffenkel en face pour la première fois. Pas avec insistance, pas avec défi, mais comme on regarde un homme qui, soudain, est devenu un mur dressé sur la route. Elle vit son calme et sentit qu'il est, elle, irrité plus que haine importe quel cri. Elle eut, elle, l'impression qu'il avait apporté ici non seulement du poisson, mais aussi le droit d'être le maître. Simplement parce qu'il avait un navire et qu'il naviguait entre les fjords. Et ce droit, tacite, habituel, les gens, elles, acceptaient trop facilement. Hier, le marchand avait des paroles, dit-elle, et elle entendit dans sa propre voix une froide inégalité. Hier, il a prêté serment. Ou bien les serments des hommes de mer sont-ils plus fragiles que les filets?
Ils se déchirent quand cela les arrange. Rafnkel ne répondit pas tout de suite. Il la regarda et il haine, il n'y avait pas de moquerie dans son regard. Mais on y lisait ce que Ragnhild haïssait chez les hommes qui en ont trop vu. Une tranquille assurance, comme si la querelle était déjà tranchée. Il dit avec mesure: « Un serment tient à ce que est et homme peut accomplir. Jette est promis D, apporter le poisson D aujourd'hui. Je elle I est apporté. Le marchand a besoin de poisson aujourd'hui et du plus frais. Le marchand a besoin de profit, trancha Ragnhild, et peu lui importe qui il plume. Aujourd'hui, il me plume. Demain, ce sera toi. Il te sourira seulement parce que tu es plus grand et que tu as une voile. » Stirkar tout sauta. Comme S, il voulait placer un mot et que il S en ravissait. Il jeta un coup d'œil aux gens autour d'eux. Près des clés de séchage, 2 hommes. S étaient déjà arrêtés. Sur le quai, 3 autres S étaient figés. Rien ne rassemble elle, oreille, comme la justice ou elle, injustice des autrui. Le marchand leva les paumes en un geste d'apaisement, mais ses yeux brillèrent de satisfaction. Il aimait voir 2 personnes se disputer pour son argent. Doucement, doucement, je ne suis elle ennemi ni de elle, un ni de elle, autre. Je suis un homme de négoce. Je prends ce que il y a de mieux. Je prends ce qui est que le plus frais. Je prends ce qui a été apporté à elle instant. Ragnhild sentit un pincement sous les côtes. Elle connaissait ce jeu, le meilleur, le plus frais, maintenant. Il y a toujours un mot pour couvrir une tromperie. Elle serra les doigts au point que la peau de ses jointures pâlit, et dit « S », efforçant de garder la voix posée. « Je me suis entendu avec toi dès hier. Je ne me tiens pas ici pour la première fois. Hier, tu as dit que tu prendrais une partie de ma pêche. Ce N est ni une demande ni un marchandage. C'est une parole. » Le marchand se pencha sur son panier, toucha le poisson comme SS. Il vérifiait S, il N, était pas ensorcelé. Puis il se tourna ostensiblement vers les paniers de Rafnkel. « Le poisson de L, homme de mer, est plus froid, prononça-t-il comme on rend un verdict. Et Ja en a besoin de la totalité. » Ragnhild inspira brusquement. En cet instant, elle aurait pu dire beaucoup de choses. Elle aurait pu crier, le traiter de menteur, appeler des témoins, mais elle savait que le cri la rendrait plus faible aux yeux de ceux qui aiment regarder. Alors elle parla doucement, mais de telle façon que les mots tranchèrent dans les planches du quai. « Alors tes paroles sont vides, et ton serment est vide. » Le marchand haussa les épaules. « Un serment, c'est, et quand un jarl jure sur son épée. Ici, il est question de poisson. Ici, de pièces D, argent. Ici, du temps qu'il fera demain et qui changera tout. » Ragnhild tourna son regard vers Rafnkel. Au-dedans d'elle, la colère bouillonnait, mais, en dessous, il y avait une douleur, presque une honte, comme si elle, on venait de la montrer du doigt, comme une fille stupide, qui a cru à une parole, et dont la parole S est révélée fumée. Elle attendait de Rafnkel au moins quelque chose. Non pas qu'il la sauve, non. Simplement qu'il reconnaisse que cela ne se fait pas, que c'est est sale, que le serment a malgré tout un sens, mais Rafnkel restait droit. Ses doigts reposaient sur la ceinture, sans la serrer, simplement pour y trouver un appui. Il dit au marchand: « Alors pèse plus vite. Il me faut partir avant la marée montante. » Et dans ces mots, Ragnhild entendit quelque chose qui la frappa plus fort encore que la décision du marchand. Non pas « j'ai raison », non pas « cela M est égal », mais ce simple « il me faut aller ». Elle, homme de mer, a toujours la voie ouverte plus loin. Elle N, avait que cette rive et ses dettes qui, elle, attendaient comme des pierres sous l'eau. Elle fit un pas de plus, si près qu'il ne restait entre eux que quelques planches. L'odeur qui se dégageait de Rafnkel était celle de la mer, mais sans crasse, sel, résine, laine. Et encore autre chose,
de paisible. Comme assez, il avait pris l'habitude de ne pas lutter contre le vent. Ranil dit, retenant le tremblement dans sa voix, « Tu comprends ce qu'il fait ?» Rafnkel la regarda et ne répondit pas aussitôt, comme s'il choisissait non pas la justice, mais la précision. Il choisit la marchandise. Il choisit le délai. Il choisit qui il peut écraser, dit Ragnhild. Et tu, elle, aide à faire cela. Stirkar, enfin, ne se retint plus. Il leva la main comme pour apaiser et esquissa un sourire en direction de cet endroit où, d'ordinaire, un sourire suffit à éviter une bagarre. « Inutile de faire un poisson une guerre, dit-il doucement. La guerre coûte cher et le poisson préfère que elle, on le mange, pas que elle, on se querelle à son sujet. » Ragnhild tourna vers lui son regard. Et Stirkar comprit aussitôt que le sourire n'avait servi à rien. Il se fit plus discret. Rafkel fronça légèrement les sourcils, et pour la première fois une irritation affleura sur son visage. Ce haine n'était ni de la colère, ni de la fureur, mais le refus être tenu pour un homme-vie. Il dit, une voix basse, « Je n'écrase personne. Je fais ce que Jacques a promis. Si je n'avais pas apporté le poisson aujourd'hui, on aurait traité d'homme vide. Et pas seulement ici. Puis-je être appelé vide ?» demanda Ragnhild. La question sonna calmement, mais elle contenait quelque chose de dangereux, comme de la glace fine. « Parce que je n'ai pas de navire? Parce que je reste sur la rive ?» Rafnkel retint son regard sur ses mains. Les doigts portaient ces de petites coupures, des filaments de sel dans les fissures de la peau. Il avait vu de telles mains chez ceux qui tirent les filets dans l'eau froide, sans attendre de pitié. Il aurait pu dire quelque chose de plus doux. Il aurait pu admettre que le marchand russait. Mais la fierté de l'homme de mer n'était pas un jouet. Elle le maintenait en ordre entre les fjords, parmi des gens qui vous regardent et décident si l'on peut vous confier un chemin. « Tu n'es pas vide, » dit-il enfin. Mais tout est déjà décidé. Ranil eut un sourire en coin, et il n'y avait aucune joie dans ce sourire. Le marchand, ravi que la dispute tourne en sa faveur, fit signe à son serviteur et se mit à entasser le poisson de Rafnkel dans ses paniers. Il compta l'argent rapidement, comme s'il craignait qu'on l'en empêche. Les pièces se tintèrent dans la paume de Rafnkel, et ce son parut à Ragnhild particulièrement froid. Elle sentait les regards des gens autour. Certains compatissaient, d'autres se réjouissaient de la défaite d'autrui. D'autres encore écoutaient avidement la querelle comme on écoute une chanson. Elle se pencha vers ses paniers, en saisit un par les anses, le souleva. Le poisson à l'intérieur était plus lourd qu'une minute plus tôt. Ou peut-être que la honte et la colère y avaient ajouté du poids. Ragnhild cheminait entre-temps sur le sentier entre les maisons. Les longues maisons s'étiraient le long de la rive, comme si elles protégeaient le village de leur dos. De la fumée sortait des portes. On entendait des voix, des rires d'enfants, le choc des bols en bois. La vie ne s'était pas arrêtée à cause de sa défaite. Et cela faisait encore plus mal. Elle s'arrêta contre le mur d'une des maisons, posa les paniers par terre et ferma les yeux un instant. Le vent froid effleura son visage, et elle se força à respirer régulièrement. Elle n'était pas une pauvre fille sans défense à s'agenouiller devant un marchand. Elle n'était la jouet de personne. Elle connaissait la mer, les filets, le prix du pain. Mais aujourd'hui, on lui avait montré que la parole d'une femme sur le quai pesait moins qu'une voile d'homme. Et ce n'était pas seulement vexant, c'était dangereux. Parce que si la parole ne tient pas, ce sont les mains qui doivent tenir. Et les mains se fatiguent. Elle rouvrit les yeux et regarda le fjord. L'eau était sombre. Striés d'argent par le vent, les dracars et les bateaux se balançaient au quai, comme des bêtes attachées. Loin, derrière le coude de la ligne de côte, on devinait des rochers où tournoyaient des oiseaux. La mer semblait indifférente. Mais Ragnhild croyait autrement. Pas comme les citadins qui aiment disserter des dieux à table. Sa foi était simple, comme un nœud quand la pêche réussit, elle remercie. Quand la tempête l'épargne, elle remercie. Elle ne demandait pas grand-chose, seulement que le labeur ne soit pas vain.
Elle reprit les paniers et continua vers sa cour, où pendaient les filets et séchait la corde. En chemin, 2 gamins la rattrapèrent, la dépassèrent en la heurtant de l'épaule, sans même s'excuser. Ils étaient épris par leur jeu et leur vie. Ragnhild ne les arrêta pas. Qu'ils courent. Au quai, Hrafnkel donnait déjà des ordres, se préparant à quitter le port tant que le vent tenait. Stirka vérifiait les tonneaux, comptait la petite monnaie, grommelait sur les marchands avides et sur le fait que le printemps cherche toujours à noyer ceux qui sont trop confiants. Hrafnkel écoutait d'une oreille. Son regard revenait sans cesse vers le côté où Ragnhild avait disparu, bien que d'autres gens y vaquaient déjà, traînant d'autres paniers. Il se surprit à penser que ces mots sur le serment ne quittaient pas sa tête. Goethe 45. Il n'aimait pas les beaux discours. Il aimait quand la corde tient, quand le mât ne craque pas, quand un homme fait ce qu'il a dit. Et là, il avait écrasé la file sans s'en rendre compte. Ragnhild, pendant ce temps, étalait déjà le poisson, décidant ce qu'elle garderait pour elle, ce qu'elle troquerait avec les voisins, ce qu'elle salerait. Elle faisait tout par habitude, parce que l'habitude sauve quand ça fait mal à l'intérieur. Le soir, quand la lumière quitta le ciel et qu'une brume froide s'étira sur le fjord, Ragnhild ressortit vers Lya, pas parce qu'elle attendait quelqu'un, simplement pour entendre la mer. Elle se tenait sur les pierres, les mains dans les manches de son manteau, et son souffle était visible dans l'air. « Si vous entendez » murmura-t-elle si bas que personne n'aurait pu penser qu'elle se parlait à elle-même. Alors vous voyez tout. Elle ne nommait pas les dieux, pas par peur, mais par respect. On ne prononce pas les noms en de tels lieux pour le beau son. Elle resta encore un peu, puis fit demi-tour et rentra à la maison. Derrière elle, une vague clapota, comme si quelqu'un avait répondu brièvement sans promesse. Vers le soir, le vent tourna. Dans la journée, il avait été habituel, du nord, piquant, avec l'odeur de la glace qui tenait encore dans les ombres. Il poussait dans le dos, fouettait les manteaux, mais ne promettait pas le malheur. Ragnhild vaquait à ses tâches, alla jusqu'à la claie de séchage, toucha les cordes. Puis elle s'arrêta près d'un filet qui reposait à l'écart, sous un auvent soigneusement roulé et attaché. Celui de son père. On le reconnaissait non à sa vue, mais à son toucher. La corde y était un peu plus souple au plure, comme habituée aux mains, et les nœuds réguliers, mais pas identiques. Parce que le père les avait noués à différents moments, dans différentes humeurs, et chaque nœud gardait un grain de sa vie. Ragnhild posa la paume sur le filet et dit tout bas, presque sans remuer les lèvres, un remerciement, ni une requête, ni une prière pour la galerie. Simplement le mot qu'elle disait depuis l'enfance, quand du poisson tombait dans ses mains, quand la barque rentrait intacte, quand la journée passait sans malheur superflu. Puis elle resserra la bride du manteau et repartit avant que la pluie ne commence. La nuit, elle se réveilla à un bruit qui n'était ni un aboiement, ni un pas. C'était un grincement. Le bois se plaignait sous le vent et la plainte montait. Puis quelque chose frappa le toit si forte que la poussière tomba des poutres. Le feu dans l'âtre vacilla. Des étincelles jaillirent et s'éteignirent aussitôt, comme de petites étoiles qu'on n'avait pas laissées naître. Ragnhild se leva, enfila le manteau sur sa tunique, chaussa ses bottes et sortit dans la cour. L'air la gifla d'Ophéda. D'eau froide, la pluie ne tombait pas verticalement, mais en travers, comme si quelqu'un jetait des poignets mouillés sur le village. Ragnhild courut vers la remise et la claie de séchage. Puis elle se rua vers l'auvent où était le filet de son père. Le vent la heurta dans le dos si fort qu'elle perdit l'équilibre un instant. Ragnhild planta le pied sur une pierre, tendit la main et vit que l'auvent tremblait comme un être vivant. Une planche se détacha et frappa le montant. Le filet qu'elle chérissait se décrocha du crochet et son bord fut tiré vers l'extérieur. Elle eut juste le temps de saisir la corde, de tirer vers elle. Un instant, elle crut le retenir. La secousse vint soudain, comme un coup. Le filet lui échappa des mains, et Ragnhild tomba à genoux. Elle entendit le craquement, non du bois, non du toit, mais de la corde qui cède sous la tension. Ce bruit fut bref, mais il contenait quelque chose de définitif.
Quelqu'un la saisit par l'épaule. Elle se retourna et vit le voisin, un homme aux larges épaules, qui lui criait quelque chose, mais le vent avalait les mots. Elle se dégagea, mais il tint bon. Ragnhild comprit. C'était fini. Et plus de filet, ni hameçon, ni poisson, ni argent. Ragnhild rentra à la maison et ne se recoucha pas. Elle s'assit près de l'âtre, ajouta du bois, fixa le feu et tenta de se forcer à penser au lendemain, à ce qu'elle pourrait faire, troquer, à qui demander de la corde, à qui emprunter. Mais les pensées ne lui obéissaient pas. Elle revenait sans cesse à une seule chose. Le filet était parti. Le père était parti depuis longtemps et elle avait appris à vivre avec. Mais le filet était comme un pont entre le passé et le présent. Et ce pont, on venait de le rompre. Le matin arriva gris, comme de la laine mouillée. Le ciel était bas et le fjord avait l'air las. Le village s'éveilla dans un silence lourd, de ceux qui suivent le malheur. Les gens ne connaissaient pas encore l'étendue des pertes, mais sentaient déjà qu'il faudrait payer. Elle pensait. Toute la journée fut vide. Sa vie était vraiment ainsi maintenant, tenant dans les mains ce qui restait de l'espoir effondré. Elle était assise et regardait le fjord. Les vagues étaient un peu plus calmes, comme si rien ne s'était passé. Derrière elle, des pas crissèrent sur le gravier. Ragnhild ne se retourna pas. Elle savait, maintenant, ils allaient parler, compatir, conseiller. L'un dirait que c'était un signe, qu'il fallait faire autre chose. Un autre qu'il fallait être plus humble. Ces mots l'irritaient parce qu'ils ne réparaient rien. Les pas s'arrêtèrent près d'elle, mais l'homme ne s'approcha pas trop. Il lui laissa de l'air comme on laisse de la place pour un couteau sur la table. Ragnhild entendit une voix familière, égale, sans suavité superflue. La nuit a été mauvaise. Elle leva lentement les yeux et vit Hrafnkel. Il se tenait dans son manteau où perlaient encore des gouttes, et il regardait la rive comme s'il évaluait les dégâts après une tempête. Son visage ne montrait ni triomphe, ni pitié, qu'elle aurait repoussé. Il y avait autre chose, une attention et un poids, comme chez un homme qui voit le malheur d'autrui et en connaît le prix. Ragnhild détourna le regard, comme si la mer était plus intéressante. Elle se tut. Hrafnkel posa les yeux sur la corde dans ses mains. Il ne demanda rien, mais il vit. Ce n'était pas un simple morceau de gréement. C'était ce qui soutenait sa confiance. Et soudain, il se rappela la dispute de la veille au quai. Hier, il parlait de balance et de délai. Aujourd'hui, devant lui se tenait une jeune femme chez qui une ou deux défaites ouvraient une dure série. Il inspira et dit « Il y a un endroit plus loin dans le fjord, la crique voisine. On y troque poissons et aisselles contre du matériel. On peut trouver un filet, ou au moins une bonne corde. Mon navire est prêt. J'y vais de toute façon. Je peux t'y emmener. » Ragnhild le regarda enfin en face. Son regard était aigu, comme celui d'une mouette qui défend le sien. Elle dit tout bas « Je n'ai pas besoin qu'on me sauve. » Les mots sonnèrent posément, mais ils contenaient tant d'entêtement qu'ils auraient pu arrêter une barque. Hrafnkel sentit l'irritation monter en lui, non parce qu'elle refusait, mais parce qu'elle transformait son offre en humiliation, alors qu'il ne voulait pas l'humilier. « Je ne sauve personne, dit-il, s'efforçant de garder la voix aussi égale que la mer, par beau temps. Je propose un marché et un trajet. Tu as perdu ton filet, tu as perdu le marchand. Tu peux perdre bien plus. L'entêtement ne nourrit pas. » Ragnhild baissa les yeux sur la corde, comme si les réponses y étaient écrites. Puis elle releva la tête et dit si calmement que c'était plus effrayant qu'un cri. « Tu parles comme si tu savais ce qui me nourrit. » Hrafnkel se retint, mais la tension dans sa mâchoire le trahit. « Je sais ce qui nourrit les gens en ces lieux. Poissons, sel, mains qui savent travailler, et un esprit qui ne s'embrasse pas d'offense. » Ragnhild eut un bref rictus, sans joie. « Et l'honneur ?» demanda-t-elle. « Il nourrit aussi ?»
Ou n'est-ce qu'un mot commode quand tu as gagné au quai? Rafnkel tressaillit, comme si ces mots touchaient contre une vieille cicatrice. Il voulut répondre sèchement, mais se contint. Pourtant la sécheresse dans sa voix s'accentua. Je n'avais pas à céder. J'ai apporté la marchandise. Le marchand t'a choisi. C'est son affaire. Non, dit Ragnhild, et ce non portait tout son entêtement, toute sa douleur. Ce n'est pas seulement son affaire. C'est ainsi que les gens vivent de côte à côte. Aujourd'hui, il m'a trompé parce que tu étais là et que tu t'es tu. Demain, il trompera un autre. Et tous diront, c'est ainsi qu'est le commerce. C'est ainsi que va la mer. Puis, s'étonneront que les dieux détournent le regard. Raphaël la regardait et comprit soudain que sa colère ne venait pas de ses mots. Elle venait de ce qu'il sonnait vrai. Il n'aimait pas les vaines discussions sur les dieux, mais il respectait l'ordre. Et elle parlait d'ordre comme si elle le tenait à bout de bras. Il tenta encore de ramener la conversation sur la terre. Sur l'affaire, viens. Prends du poisson, troque-le. Reviens avec un filet. C'est plus simple que de rester assise ici. Ranil serra plus fort la corde. Ses épaules frémirent légèrement. Mais elle n'y laissa pas place à la faiblesse. Elle dit, le regardant comme si elle décidait si l'on pouvait confier un couteau à un homme. Plus simple pour qui? Pour moi, il est plus simple d'apprendre à vivre sans toi et sans tes offres. Je ne serai pas la fille qu'on a sauvée pour qu'on s'en souvienne toute la vie. Raphaël inspira brusquement. Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta comme retenu par lui-même. Sa voix baissa. Tu déformes tout. Je ne veux pas que tu m'en sois redevable. Je n'ai pas besoin de ta gratitude. J'ai besoin que tu ne sombreras pas dans les dettes par entêtement. Ragnhild se leva. Les pierres sous ses pieds étaient glissantes. Mais elle tint ferme. La corde pendait de ses mains comme un serpent mouillé. Elle s'approcha d'un pas et dit tout bas, distinctement, comme un verdict irrévocable. Il t'importe de paraître juste, Raphaël, de croire toi-même que tu es un homme bon. Mais agir justement, c'est autre chose. Agir justement est souvent incommode. Et parfois cela veut dire céder, même si tu peux écraser. Raphaël se figea. Il sentit les mots frapper là où ça faisait mal. Il s'efforçait vraiment de vivre de façon à ne pas être un homme vide, pour que son nom signifie qu'il tient la barre et la parole. Et voilà qu'une jeune femme qu'il connaît à peine lui disait que ce n'était qu'un masque. Il ne répondit pas tout de suite. Le vent fouettait son manteau, la rive charriait le froid. Il la regarda de longs instants, et son regard bouillonnait d'une chose qu'il ne se permettait pas de montrer aux gens. Puis il dit tout bas, comme si les mots peinaient à sortir. « Tu ne me connais pas ?» Il ne se retourna pas. Il marcha simplement vers son navire, comme on s'éloigne d'un feu qui peut brûler. Ragnhild resta là, le regardant s'éloigner. Tout tremblait en elle, non de froid, de ce qu'elle avait dit sa vérité telle qu'elle la sentait, et qu'elle se retrouvait seule sur la rive. Elle eut envie de l'appeler, de le retenir, de dire qu'elle ne haïssait pas l'aide mais la dépendance. Mais la fierté l'en empêcha. Elle se rassit sur les pierres et reprit la corde. Les larmes montèrent enfin, mais elle cligna des yeux et les chassa. Son visage resta sec, ses yeux durs. Au village, entre-temps, les gens se rassemblèrent au quai, comptaient les pertes. Chez certains, le filet était déchiré au point qu'il valait mieux le jeter. Chez d'autres, la barque avait été emportée, et on la chercherait le long de la côte si la mer ne l'avait pas gardée pour de bon. Chez d'autres encore, une partie du toit s'était arrachée, et les femmes pestaient déjà en remettant les planches en place. L'esclave acheté sur les côtes du sud portait en silence les tonneaux sans lever les yeux, car le malheur d'autrui ne le rendait pas plus libre. Ragnhild entendait les voix, mais n'y allait pas. Elle n'avait pas envie d'entendre comment les gens se consolaient, avec des mots qui ne réparent rien. Elle pensait aux dettes, à l'hiver qu'elle avait passé à payer par petites bouts, promettant de s'acquitter quand la pêche reprendrait. À ce que la pêche avait repris, mais que le filet était parti en mer. Comme si quelqu'un d'en haut ou d'en bas avait décidé de la mettre à l'épreuve. Elle rentra chez elle vers midi. Sur le seuil l'accueillit l'odeur de laine humide et de fumée. La maison était silencieuse.
Elle accrocha le manteau, étala la corde sur la table, et la regarda comme une plaie. On pouvait la réparer, mais pas vite et pas comme avant. Elle prit l'aiguille à filet, tenta un premier point. La corde résistait, les doigts tremblaient de fatigue. Ragnhild serra les dents et fit un autre point, et un autre. Le travail apaisait, mais ce jour-là, il ne guérissait pas tout à fait. Vers le soir, un voisin vint à sa cour et dit que le marchand rôdait de nouveau au quai, cherchant chez qui acheter du poisson à bas prix après la tempête, tant que les gens étaient dans la peur et le besoin. Ragnhild écouta en silence. Une rage sourde monta en elle, mais elle n'était plus aveugle. Elle ressemblait à un feu qu'on peut diriger. Quand la nuit tomba de nouveau sur le fjord, Ragnhild sortit sur le seuil et regarda l'eau. Le vent était tombé, mais le froid persistait. Loin, des mâts grinçaient, et ce grincement lui rappelait Hrafnkel, sa voix posée, et la façon dont il était parti sans se retourner. Elle lui en voulait, mais avec la colère nichait dans sa poitrine quelque chose d'étrange, comme si sa présence demeurait là, telle l'ombre d'un mât sur le quai. Ce sentiment ne lui plaisait pas. Il entravait la solitude. Hrafnkel, sur son navire en cet instant, ne trouvait pas non plus le repos. Il vérifiait le gréement, triait les cordes, comme s'il voulait nouer si serré que ses propres pensées tiendraient. Mais dès le lendemain, tout changea. Au matin, Stirkar sortit vers la rive, avant les autres. Il marchait le long de la ligne de marée descendante, jetant des regards sous ses pieds, et grommelait quand il trouvait un morceau de rame brisé ou un tonneau échoué au fond fendu. Il portait un court manteau ceinturé d'une ceinture, et dans les mains, il tenait un crochet pratique pour ramener à terre tout ce que la mer jetait en cadeau ou en moquerie. Il s'apprêtait déjà à rebrousser chemin quand il aperçut, sur les rochers lointains, non pas une simple corde, mais un vrai tas de filets. Il gisait lourd, gorgé d'eau, comme une bête rejetée sur le sec. Stirkar s'arrêta, s'accroupit, toucha les nœuds. Les nœuds n'étaient pas du pays. Il le comprit aussitôt. Stirkar accrocha le filet au crochet et tira. Il ne se désagrégea pas, ne se réduisit pas en filaments comme après un vrai désastre. Il portait des coupures. En quelques endroits, la corde était usée, mais le filet tenait. Stirkar siffla, jeta un coup d'œil vers le village et, sans pouvoir se retenir, dit à voix haute, bien qu'il n'y eût personne près de lui, « Bonjour, chance ou malheur, selon qui en a besoin. » Il traîna le filet sur les pierres, et il laissait derrière lui une trace mouillée. En chemin, un pêcheur s'approcha, vit la trouvaille, et fronça les sourcils. Puis un second. Les gens accouraient vers l'inhabituel, comme vers un feu dans l'ombre. « À qui ce filet ?» demanda quelqu'un. « La mer ne signe pas, » répondit Stirkar avec un sourire en coin. « Mais les nœuds sont étrangers, pas les nôtres. » Il chargea le filet sur son épaule et marcha vers le quai où se trouvait le navire de Hrafkel. « Regarde ce que la mer a vomi, » dit-il. « Presque intact, si je croyais au conte, je dirais que le dieu du commerce maritime a voulu plaisanter. » Hrafkel s'accroupit, toucha les nœuds. Il sentit aussitôt une main étrangère, une habitude étrangère. Il n'aimait pas prendre ce qui pouvait appartenir à quelqu'un de vivant, qui peut-être cherchait en ce moment sur les rochers et maudissait à la tempête. Mais dans sa tête surgit une autre image. Ragnhild sur la rive, avec une corde mouillée dans les mains, et sa voix égale par entêtement, alors que tout se déchire à l'intérieur. Stirkar, comme toujours, lut ce qui n'était pas dit. Si c'est à quelqu'un, le maître est soit loin, soit plus maître, prononça-t-il plus bas. La mer n'aime pas laisser de dettes. Et si c'est un signe, peut-être n'est-il pas pour nous, mais pour elle. Hrafnkel leva les yeux vers lui. Pour elle? Stirkar haussa les épaules, comme si c'était une chose simple, celle qui a des mains d'or et un filet déchiré. Ne fais pas l'ignorant, comme si tu n'avais pas compris. Tu l'as vue ce matin et entendu comment elle se tient. Ceux-là se tiennent jusqu'à ce qu'ils se brisent, et ils se brisent en silence. Hrafnkel se tut, mais en lui monta l'irritation familière.
Il n'aimait pas quand Stirkar s'immisçait dans ce qui ne touchait ni argent ni route. Et pourtant, il y avait autre chose. Le sentiment que le destin avait vraiment jeté une corde à leurs pieds pour voir qui la ramasserait. Stirkar s'assit au bord du quai et, comme incidemment, dit Njörd. C'est ainsi qu'on l'appelle, si l'on veut nommer les noms. Le dieu de la mer et de l'abondance, protecteur de ceux qui partent en mer pour le poisson, le sel, le négoce. Il n'était pas de ceux qui tonnent avec la foudre. Il tourne simplement le vent de façon qu'un rentre chez lui et qu'un autre cherche longtemps la côte. Et s'il donne quelque chose, il n'aime pas que les gens en fassent un motif d'orgueil. Ravkel eut un sourire sans joie. « Tu es devenu trop bavard. » Ravkel se releva, prit le filet en main. Il dit brièvement « Allons-y. » Stirkar sourit comme s'il avait gagné une dispute qui n'avait pas eu lieu, et se leva à sa suite. Devant la maison de Ranhild, c'était silencieux. La fumée sortait en minces filets par l'ouverture sous le toit, signe que le feu vivait encore à l'intérieur. Dans la cour, un manteau séchait sur une corde, comme une bête blessée. Ravkel s'arrêta au seuil et n'entra pas tout de suite. Il frappa au montant pour ne pas sembler envahir. Ragnhild sortit vite. Elle portait une tunique et un gilet chaud, les cheveux ramenés, le visage fatigué mais composé. Elle tenait dans les mains une aiguille à filet, comme si elle ouvrait même la porte entre deux poings. Voyant Ravkel, elle se raidit, et aussitôt dans ses yeux apparut la méfiance de qui ne veut pas être blessé de nouveau par des mots. Son regard tomba sur le filet dans ses mains, et l'espace d'un instant y jaillit l'espoir, bref, presque enfantin. Elle l'étouffa aussitôt par le soupçon. « Tu l'as acheté ?» demanda-t-elle. « Si tu l'as acheté, pourquoi est-il troué ?» Ravkel ne put se retenir et rit brièvement. Le rire sortit étonnamment chaud, comme si la glace avait fondu en lui un instant. « Non, répondit-il, la mer l'a rejeté. On peut dire hasard. On peut dire que Njörd nous a craché aux pieds et a dit « assez de disputes, au travail ». Ragnhild ne sourit pas. Elle s'approcha, passa les doigts sur les nœuds, sur les coupures, et ce toucher fut si attentif que Ravkel sentit, elle parlait au filet comme à un être vivant. Il remarqua comment son souffle changeait, comment elle s'efforçait de ne pas montrer que quelque chose de très tendu s'était relâché en elle. « Les nœuds ne sont pas des nôtres, dit-elle enfin, plus pour elle que pour lui. Et la corde est autre, plus épaisse. Oui, répondit Ravkel, étrangère, mais utilisable. Ragnhild leva les yeux. Et tu me la portes comme ça ? La question était directe. Mais elle cachait ni gratitude ni tendresse. Elle cachait la peur, accepter, c'est devenir redevable. C'est céder de nouveau une part de son soutien. Ravkel sentit qu'un mot mal placé transformerait tout en nouvelle querelle. Il dit honnêtement, sans ornement, « Je la porte parce que ce matin je t'ai vu sur la rive. Et parce que hier, j'étais trop sûr que la justice se mesure à la balance. Je ne veux pas que tout s'effondre pour toi à cause de ça. » Ragnhild resta longtemps silencieuse. Puis elle prit le filet de ses mains, non pas en l'arrachant, non pas en le saisissant, mais simplement en l'acceptant, comme on accepte un objet lourd qu'il faut porter plus loin. Ses doigts effleurèrent un instant sa paume, et ce contact fut fortuit, mais Ravkel y sentit comme un battement de sang aux tempes. Il ne retira pas la main, mais ne la retint pas, ne fit pas un geste vers elle. Il resta simplement là, et regarda comment elle tenait le filet, comme elle tenait une chance. « Si c'est un don, dit Ragnhild tout bas, la mer a un mauvais caractère. Elle brise, puis jette les débris pour que les gens s'en réjouissent. » Stirkar, qui s'était tu jusque-là, dit soudain doucement, sans sa moquerie habituelle, « La mer ne sait pas caresser la tête. Elle sait seulement enseigner. Et parfois elle enseigne de façon à ce qu'on s'en souvienne. » Ragnhild le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, passa dans ses yeux quelque chose comme une curiosité vivante. Qui est ça, cet homme qui parle des dieux comme s'il marchandait avec eux chaque jour et restait en vie? Ravkel le remarqua et dit, contre toute attente,
Si tu ne veux pas être redevable, ne compte pas ça comme un cadeau. Compte-le comme du travail. Tu sais vite réparer mieux que beaucoup. Et j'ai besoin de pêche. Les gens ont besoin de pêche. Le filet ne nourrira pas tant qu'il gît par terre. Ragnhild pinça les lèvres. Elle n'aimait pas qu'on la pousse. Mais le mot « travail » sonnait autrement pour elle que « aide ». Le travail était honnête. Dans le travail, l'homme ne s'humilie pas. Dans le travail, il reste debout sur ses pieds. Elle hocha la tête à peine visiblement, alla à la banquette contre le mur, posa le filet et, sans dire un mot de plus, prit l'aiguille. Puis elle s'assit là même, sur le seuil, pour que la lumière soit meilleure, pour que les mains voient les nœuds. Elle déplia le bord du filet, trouva la coupure et se mit à réparer. Ses gestes étaient vifs et calmes, comme chez un être qui sait rendre l'intégrité aux choses. Et il y avait là-dedans quelque chose de fort, presque beau bien qu'elle le fît sans désir de plaire. Rafankel resta debout près d'elle. Il aurait pu partir, laisser le filet et considérer l'affaire close. Mais il ne partit pas. Il regardait travailler, et en lui s'apaisait lentement l'ébullition qu'il portait depuis qu'elle avait nommé son honneur un masque. Il voulait dire qu'il ne feignait pas, qu'il s'efforçait vraiment de vivre droit. Mais les mots s'étranglaient. Peut-être parce qu'il n'était pas sûr lui-même où finissait l'honnêteté et commençait l'habitude de paraître honnête. Ragnhild cousait en silence. À un moment, elle inclina légèrement la tête et dit tout bas, sans le regarder, « Merci ». Ce merci n'était pas doux, il était difficile, comme si elle avait dû desserrer les doigts qui tenaient un couteau. Rafankel répondit aussi bas, « De rien ». Stirkar, sentant que l'air autour d'eux devenait trop sérieux, se leva et s'étira. « Je vais voir s'ils n'ont pas commencé à se disputer les morceaux que la mer a jetés, » dit-il. « S'ils commencent, au moins j'aurai le temps de m'éloigner à temps. » Ragnhild eut un petit reniflement, presque imperceptible. Rafankel capta ce son et comprit soudain que pour la première fois depuis ces jours, près d'elle apparaissait non seulement la tension, mais une fine fissure par où la lumière pouvait passer. Quand Stirkar partit, ce fut plus silencieux. On entendait l'eau goûter du toit. Une porte claquait quelque part derrière le mur. Les mouettes criaient au loin. Rafankel s'assit au bord de la banquette, pas trop près, lui laissant de l'espace, et demanda comme incidemment, « Tu crois vraiment que le filet était ensorcelé ?» Ragnhild suspendit l'aiguille un instant. Puis elle reprit sa couture et répondit calmement, « Je crois que mon père y croyait. Et sa foi nous nourrissait non moins bien que le poisson. Il remerciait toujours la mer au retour et laissait toujours une pincée de sel près de l'eau, non par peur, par respect. » Rafankel hocha la tête. Il sentit que la conversation glissait vers un lieu sans quai, ni marchand, sans dispute sur qui a raison. Là, il n'y avait que des gens et la mer, et ce qu'ils tentent de retenir. Il dit, « Sur notre navire aussi, nous avons une habitude. Avant un long voyage, nous ne nous querellons pas, nous ne nous vantons pas, nous nous taisons, et chacun pense à son affaire, parce que la mer n'aime pas quand un homme est trop sûr de lui à voix haute. » Ragnhild leva les yeux vers lui. Il n'y avait plus la piquante hostilité d'avant. Elle le regardait attentivement, comme un nœud pas encore défait. « Alors pourquoi étais-tu si sûr au quai ?» demanda-t-elle tout bas. Rafankel retint son souffle un instant. Puis il dit honnêtement, comme savant le faire ceux qui s'excusent rarement, « Parce que je dois tenir parole. Et parce que j'ai pris l'habitude que ma parole tienne à ce que j'ai fait. Je n'ai pas pensé que ta parole tenait à autre chose, à un serment. » Ragnhild baissa de nouveau les yeux sur le filet. Elle cousit encore quelques points avant de répondre. Un serment tient aussi par les actes. Simplement, mes actes sont autres. Je ne vogue pas entre les fjords. Je tiens la maison. Je tiens les dettes. Je tiens le souvenir. Et si je dis « oui », puis que je recule, tout s'effondre en moi, comme ce filet. Rafankel écoutait et sentait en lui quelque chose changer. Pas tout de suite, pas joliment, simplement un entendement que son entêtement
ne vient pas de vide entêtement. Il vient de cet endroit où un être ne peut choir, car alors nul ne se relèvera. Ranil fit le dernier point sur cette coupure, serra le nœud et tira le filet pour tester la solidité. La corde céda puis tint. Elle expira comme si elle lâchait une pierre de la poitrine. « Il prendra du poisson », dit-elle sans cacher le soulagement. « Il faut juste l'ajuster à nos yeux et à nos mains. » Raffinkel regarda le filet, puis elle. « Anneau », répéta-t-il un peu plus bas qu'il ne l'avait prévu. Ragnhild sembla entendre ce mot autrement. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle passa seulement les doigts sur le nœud et dit « Ne te hâte pas avec de tels mots, homme de mer. La mer aime éprouver. » Raffinkel hocha la tête, mais en lui soudain ce fut plus léger. Comme après un long vent, quand la voile se pose droite un instant, et le navire file où il doit. Sans lutte superflue. Ragnhild continua de coudre, et il resta près d'elle. Et le silence entre eux n'était plus hostile. Il ressemblait à une pause, avant que des êtres habitués à vivre seuls décident. Peut-on se tenir côte à côte sans se perdre? Derrière eux, le village continuait de respirer, réparer, jurer, marchander, survivre. Et la mer, comme toujours, écoutait et se taisait, comme si elle savait que le filet le plus solide de ce fjord ne faisait que commencer à se nouer. Le matin s'étira en travail, comme de la résine tiède dans la paume. Le ciel restait gris, mais l'air ne coupait plus comme après la tempête. De l'eau montait le froid, mais sur les cours flottait fumée, poissons séchés et copeaux frais. Les hommes réparaient les supports brisés, les femmes rapiéçaient les manteaux, les enfants portaient des brindilles pour les foyers. Le village ne savait pas se plaindre longtemps. Il savait se relever et refaire ce qui maintient la vie au bord de la mer. Ragnhild était assise contre le mur de sa maison, là où la lumière tombait plus droite. Le filet rejeté par la mer s'étalait sur ses genoux et sur les planches, comme une eau sombre. Elle dépliait les mailles, cherchait les points faibles, comme des maladies cachées. Par endroits, les nœuds étaient en trop serrés, et le filet risquait de mal se comporter dans les courants locaux. Ailleurs, les coupures semblaient venir d'un frottement d'anciens contre pierre ou fer. Elle travaillait vite, sans hâte vaine, et chaque pointe était comme un pas sur un pont étroit. On ne peut se tromper, sinon on retombe dans le trou d'où l'on sort à peine. Raffinkel allait et venait, comme un homme qui ne sait que faire de ses mains quand il doit rester. Il lui apportait un écheveau de corde, puis allait à son navire vérifier le gréement. Revenait avec une aiguille plus solide que la sienne d'os. Il ne commandait pas, ne posait pas de questions qui sonnaient comme un contrôle. Il se contentait d'être là, de s'asseoir au bord de la banquette, de tenir le filet quand il fallait tendre, de présenter la paume sous le nœud pour qu'elle le serre plus aisément. Il y avait là plus de respect que dans de longues excuses. Ragnhild ne lui disait pas que cela lui plaisait. Elle ne voulait même pas se l'avouer. Mais chaque fois qu'il saisissait en silence le bord du filet, sans exiger de merci, c'était comme si on ôtait en elle une fine couche de glace. Elle avait pris l'habitude de tout faire seule. C'était plus simple, plus sûr. Et voilà qu'un homme était près d'elle qui, en aidant, ne lui prenait pas sa force, mais semblait lui en ajouter du poids pour que le vent ne la renverse pas. Stirkar surgissait brièvement, comme s'il craignait que le silence entre eux ne se mette à l'enseigner. Il apportait des nouvelles du quai, racontait qui avait perdu combien, qui devait à qui s'agitait déjà autour du marchand, comme s'il était le seul soleil sur le fjord. Parfois, il lançait une plaisanterie pour détendre l'air, mais ces plaisanteries portaient toujours une vérité sobre. Au village, à présent 2 fléaux, dit-il un jour adossé à l'encadrement. La tempête et le marchand. La tempête, au moins, s'en va d'elle-même. Ragnhild ne leva pas la tête, tira seulement le nœud et vérifia sa tenue. Le marchand s'en ira aussi, dit-elle, quand il aura pris ce qui n'est pas à lui. Stirkar hocha la tête, comme s'il attendait précisément cette réponse. Alors il faut y songer? Pour qu'il prenne moins qu'il ne pense, marmonna-t-il et partit, laissant derrière lui odeur de laine mouillée
et un léger sourire dans les yeux. À midi, Ragnhild comprenait déjà le filet comme on comprend un bateau inconnu sur lequel il faudra partir en mer, où il est solide, ou capricieux, où il faut assurer. Elle se mit à elle apprivoiser selon les habitudes locales. Elle renforçait les bords, remplaçait quelques nœuds par les siens pour que le filet obéisse à ses mains. Dans ses gestes, il y avait quelque chose de presque personnel, comme si elle ne réparait pas seulement un outil, mais retrouvait son droit à elle à venir. Raffinkel observait cela avec un respect qu'il ne savait pas exprimer. Il avait vu des femmes travailler, mais rarement une telle précision, une telle fermeté dans les doigts. Il lui semblait que Ragnhild parlait au filet sans mots. Et dans cette conversation, il y avait une voix, non pas bruyante, non pas pour la galerie, mais têtue, comme une pierre sous chaud. Quand le vent cessa un instant et que le fjord parut presque paisible, Raffinkel dit ce qui tournait dans sa tête depuis longtemps. « Je peux emmener pêcher sur mon navire. Avec le filet, ce sera plus simple à LO. Et ainsi nous aurons la pêche plus vite. » Ragnhild se figea un instant. En elle monta, elle, habitude. Inutile. Mais elle avait dit non comme « je sauve », mais comme « ça marche ainsi ». Et elle entendit que ces mots ne cherchaient pas à lui voler le mérite. Ils proposaient un chemin qui lui donnerait chance de tenir debout. Elle leva les yeux et demanda, posément et droit, « Pourquoi toi ça ?» Raffinkel ne répondit pas tout de suite. Il aurait pu dire que était profitable avoir un fournisseur de plus. Ainsi il serait plus facile de tenir tête aux marchands s'ils venaient à deux. Tout cela était vrai, mais pas tout. Parce que moi aussi, j'ai besoin que le filet travaille, dit-il enfin. Et parce que j'en ai assez qu'on nous dresse, elle, un contre elle, au troquet. Si nous venons ensemble chez le marchand, il sera plus prudent. Ragnhild réfléchit. Ses doigts tenaient encore la corde, mais les poings arrêtèrent. En elle se menait une dispute, non avec lui, mais avec elle-même. Accepter elle aide, est-ce devenir plus faible? Ou accepter elle aide, est-ce devenir plus sage? Elle aimait pas céder, mais elle aimait encore moins être jouette entre mains étrangères. Bien, dit-elle, et le mot sonna comme si elle le goûtait. Mais le filet sera sous ma main. Tu ne décideras pas comment le placer. Raffinkel hocha la tête, sans sourire. Mais un soulagement passa dans ses yeux. Marché conclu. Ragnhild reprit le travail, et bientôt les pointes tintèrent de nouveau doucement, comme de petites gouttes sur le bois. Le soir, ils se retrouvèrent au quai. Le soleil s'était couché derrière les rochers, mais le ciel tenait encore une lumière pâle. Du fjord assombrissait, reflétant les nuages, et il semblait que la mer accumulait de nouveau sa force. Le navire de Raffinkel se balançait contre les pilotis, le mât dressé droit comme une lance, et les cordes rangées, avec habitude et ordre. Ragnhild apporta le filet, soigneusement roulé et attaché de son nœud. Elle marchait sur le quai avec assurance, bien que la tension vive encore en elle, ce n'était pas qu'une affaire. C'était une épreuve. On pouvait la voir. On pouvait parler elle. Mais elle tenait la tête droite, comme ceux qui connaissent leur valeur. Styrkarel accueillit le premier et leva aussitôt les mains, comme capitulant. « Je ne dirai rien », prononça-t-il avec une gravité feinte. « Ni que vous marchez ensemble à présent, ni que le filet en tes mains ressemble à une bête en laisse. » Ragnhild le regarda de telle façon qu'il ajouta plus doucement. « D'accord. Je dirai seulement une chose. Mieux ainsi que chacun seul. » Raffinkel elle aida à monter le filet sur le navire. Leurs doigts effleurèrent de nouveau un instant, et cette fois Ragnhild ne retira pas la main. Elle serra seulement plus fort le nœud, comme pour tester si sa propre résolution ne faiblissait pas. Ils partirent sur elle de bonne heure, avant la vraie nuit, pour tester le filet dans une petite crique. Ils ne hissèrent pas la voile tout à fait, avançaient prudemment. Le printemps était
perfide. La mer pouvait sembler calme, et elle instandée, après lancer une méchante vague. Stirkar était assis vers la poupe et jetait des regards, tantôt au ciel, tantôt à la rive. Comme c'est, il comptait combien de chances il lui restait pour la journée. Ils lâchèrent le filet à Luciello. Ragnhild se tenait au bastingage, agrippée à la corde, et regardait comment elle descendait, comment elle disparaissait dans la profondeur sombre. Son visage était concentré, presque sévère. Rafenkel ne regardait pas seulement le filet. Il la regardait et saisissait en lui un sentiment étrange. Cela lui plaisait. Comment elle se tenait à l'Oïta. Non comme un ornement, non comme une fille sur le bateau, mais comme maîtresse des affaires, comme un être qui connaît la mer non moins bien qu'un homme. Quand ils se mirent à remonter le filet, la corde se tendit, et à cet instant Ragnhild et Krafenkel serrèrent plus fort un même mouvement. Leurs gestes concordèrent, comme s'ils travaillaient ensemble depuis longtemps. Stirkar, qui le remarqua, sourit en coin, mais se tut. Le filet remonta de lait au lourd. Dans l'émail brilla le poisson, et cet éclat fut comme un petit soleil. Ragnhild expira, et l'espace d'un instant passa dans ses yeux la joie, prudente, comme le premier jour tiède, après un long hiver. Elle ne dit rien de fort. Elle passa seulement la paume sur la corde mouillée et murmura un remerciement que les autres haines avaient pas besoin d'entendre. Rafenkel le saisit. Il n'était pas homme de temples et de mots solennels, mais il respectait ses instants. Il comprit que cette jeune femme savait garder le lien avec ce qui est plus grand qu'elle, sans en faire un spectacle. Ils regagnèrent Neck-la-Rive, et là, au feu, quand les gants mouillés séchaient sur un bâton et que la soupe chaude fumait dans les bols, la conversation devint enfin plus intime. Non sur les marchands ni sur le filet, mais sur ce qu'on cache des habitudes en soi pour ne pas paraître faible. Ragnhild raconta son père, non sa mort, mais un jour qui se dressait encore devant les yeux. La mère était alors tranquille, presque caressante, et le père décida aller plus loin que habitudes, car le poisson appelait. Elle était encore une gamine, et insista avec entêtement pour qu'il emporte un petit talisman, fait une pierre lisse percée, liée, un fil rouge. Le père rit, mais elle accepta, car il respectait son entêtement. Ce jour-là, le brouillard tomba si épais que le monde devint blanc et proche, comme un tissu. La rive disparut. La barque avançait à tâtons. Et tout aurait dû finir sur des pierres cachées sous chaud, comme des couteaux. Mais soudain le vent tourna, doucement, comme si une paume avait effleuré la voile. La barque fut portée en eau claire, et ils virent la roche de côté, tout près. Le père ne parla pas de miracle. Il laissa seulement en silence une pincée de sel près de Eleio, et dit que la gratitude est pas une demande, est un souvenir. Rafenkel écoutait, et sur son visage apparut cette attention qu'on voit rarement au quai. Il raconta le sien, non tout de suite. Comme il avait pas l'habitude de délier la langue sur ce qui touche âme. Une fois, il transportait sel et poissons séchés entre les fjords, et en approchant un passage étroit se leva la rafale. La voile craqua, le mât gémit, les cordes entaillèrent tôt les paumes. Les hommes se mirent à jurer et crier. Chacun voulait avoir raison, chacun voulait commander, comme si la voix pouvait couvrir la mer. Et alors Krafenkel fit ce que lui avaient appris les vieux marins. Il ordonna à tous de se taire et de ne faire que le nécessaire. Couper le superflu, alléger le navire, tenir le cap non par orgueil mais par calcul. Et quand ils cessèrent de se quereller et se mirent au travail, une vague leur apporta un morceau de mât étranger, droit, solide, comme taillé sur mesure. Ils renforcèrent le gréement et atteignirent sur la rive. Depuis, Rafenkel croyait que les dieux, ils interviennent. Le font de façon que Elada, homme, ne se croit pas au-dessus des autres par chance, mais deviennent plus sages. Ragnhild le regardait, et dans ses yeux il y avait quelque chose de neuf. Pas encore la confiance,
mais déjà un respect qui réchauffe plus que le feu. Stirkar qui écoutait, les coudes sur les genoux, ne tint plus et dit doucement: Vous voyez, la mère Haine aime pas les gens trop orgueilleux. Elle aime les gens vivants. Ragnhild voulut répondre avec piquant, mais s'en abstint. Elle se surprit soudain à ne pas vouloir blesser. Ce sentiment était inhabituel et par là même un peu effrayant. Le lendemain, ils convinrent de l'essentiel. Rafankel dit qu'il irait chez le marchand et annoncerait: le poisson viendrait non seulement de lui, mais aussi de Ragnhild. Ainsi il serait plus dur pour le marchand d'esquiver, car il verrait devant lui non un seul homme de mer qu'on respecte de peur de perdre un fournisseur, ni une seule pêcheuse qu'on peut presser, mais une alliance. Ragnhild écoutait et comprenait, c'était un risque. Si le marchand s'irritait, il pourrait refuser tout net. Et s'il acceptait, il pourrait essayer de payer moins, profitant de leur dépendance à la vente. Il essaiera, dit Ragnhild. Moi, il essaie toujours. Rafnkel hocha la tête. Alors nous viendrons préparer, avec la pêche, avec le filet, et avec les mêmes mots. Ragnhild retint son regard sur son visage et demanda soudain: pourras-tu parler d'une même voix avec moi? Pas comme au quai. Rafnkel répondit sans ornement: oui, si toi aussi tu peux ne pas voir chaque main que je pose sur la corde, comme une tentative de te voler ta force. Ragnhild eut un sourire en coin, mais il était différent, moins venimeux. J'essaierai, dit-elle, et ajouta aussitôt, comme pour ne pas laisser les mots trop doux, mais n'y prends pas goût. Rafnkel la regarda un peu plus longtemps que nécessaire et dit tout bas: j'ai déjà pris l'habitude que tu parles droit. Ragnhild détourna les yeux vers l'eau, mais ses doigts allèrent d'eux-mêmes ajuster un nœud du filet, comme si elle devait occuper les mains pour ne pas montrer comment ces mots s'étaient posés en elle. Stirkar, passant avec un écheveau de corde, lança comme incidemment: seulement ne confondez pas les nœuds. Les uns retiennent le poisson, les autres retiennent les gens. Ragnhild leva vers lui des yeux où flamboya l'avertissement, mais avec lui pétilla une étincelle de rire. Rafnkel vit cette étincelle et sentit en lui monter quelque chose de chaud, sans lui demander la permission. Le soir, quand ils rentrèrent chez eux, Ragnhild peina longtemps à s'endormir. Dans sa tête résonnait le son de la corde qui ne rompt pas. Mais tiens, cela l'effrayait que près de Rafnkel, elle sente non seulement l'irritation, mais le calme. Et le calme est chose dangereuse. On s'y habitue. Et après, il est dur de revivre comme si de rien n'était. Rafnkel aussi gisait dans son coin sur le navire, écoutait l'eau chuchoter contre la coque, et pensait que demain, il devrait de nouveau aller chez le marchand et tenir parole. Mais à présent, la parole ne concernait plus seulement sa cargaison. Elle touchait aussi Ragnhild. Et de cela, la responsabilité devenait plus lourde, mais pour une raison plus juste. La mer au-delà de la coque était sombre et muette. Elle ne promettait rien. Elle ne faisait que respirer, comme un être vivant. Et dans cette respiration, on entendait l'avertissement. L'épreuve est proche. Et avec l'avertissement comme plus profond, se cachait un espoir étrange, presque têtu, que les nœuds qu'ils avaient commencé à nouer ensemble résisteraient à la première vraie épreuve. Le matin où ils arrivèrent au quai avec la pêche fut plus clair que les précédents. Le printemps semblait avoir décidé de montrer un visage aimable, pour mieux frapper ensuite si bon lui semblait. Sur le fjord régnait une lumière froide. Les eaux luisaient comme de l'acier, et de longues traînées de vent y couraient. Sur la rive grinçaient les planches, les tonneaux sentaient le sel, et l'air portait le mélange habituel de fumée, de poisson et de résine. Les gens travaillaient en silence, mais dans cette agitation muette, il y avait toujours place pour les regards d'autrui. Ici, on ne pêchait et ne marchandait pas seulement. Ici, on jaugeait qui tient droit et qui penche déjà. Ragnhild marchait aux côtés de Rafnkel, ni en retard, ni en avant. Sur ses épaules, un manteau fermé par une fibule de bronze. Sur la poitrine, un simple fil de perles. Et dans les mains, elle tenait le bord du filet,
comme si elle portait non une corde, mais une preuve. Le filet avait changé d'aspect. Il portait ses nœuds, ses poings, son habitude de faire solide et sans superflu. Le poisson dans les paniers était frais, compact, avec un éclat froid sur les écailles. C'était une pêche qu'on pouvait montrer sans honte. Rafnkel portait sa charge avec le même calme que la barre par vent fort. Il n'avait pas l'habitude de se cacher derrière autrui, ni de se mettre en avant. Mais ce jour, il sentait que leurs pas devaient sonner ensemble. Non par orgueil, mais pour que le marchand voie. Devant lui, non des solitaires qu'on peut disperser au coin. Devant lui, des gens qui se sont entendus. Stirkar suivait un peu en arrière et jetait de temps à autre un œil au ciel, comme pour vérifier si le temps n'avait pas changé d'avis. Il parlait moins qu'à l'ordinaire. Il disait autrefois que les mots superflus attirent les mots superflus. Et ce jour, il semblait y croire plus que jamais. Au quai, le marchand était déjà là. Il se tenait près de ses tonneaux. Un gamin serviteur piétinait à côté. Et un peu plus loin, 2 hommes de son équipage ajustaient les amarres du navire. Le drakkar du marchand impressionnait plus que les bateaux locaux. Tête d'animal sculptée à la proue, flanc haut, voile roulé et serré comme une force pliée. Mais même le drakkar le plus solide ne rend pas un homme plus honnête. Il ne le rend que plus audacieux dans la ruse. Le marchand les vit et sourit largement, comme on sourit à ceux qu'on juge commodes. Son sourire avait quelque chose de gluante, comme s'il savait déjà comment tourner la conversation. « Et voici que vous voilà, dit-il. Et le poisson ne vous manque pas, je vois. » Ragnhild posa le panier sur les planches et se redressa. Elle ne recula d'un pas, bien que l'inquiétude battît dans sa poitrine. Elle voulait être calme comme Rafnkel, mais le calme ne vient pas toujours à ceux qui tiennent maison et d'être seuls. Elle dit posément, comme convenu, à l'heure dite, « Poisson frais ». Le marchand se pencha, toucha un poisson, comme pour choisir à quoi se raccrocher. Puis il se redressa et soupira comme soupirent ceux qui vont dire un déplaisir en paraissant noble. « C'est que, commença-t-il, vous êtes venu un peu plus tard que j'espérais. Le commerce n'attend pas. On m'a déjà offert du poisson ailleurs. » Ragnhild sentit la colère monter en elle, mais la retint. Elle regarda le soleil, l'ombre du mât, les gens près d'eux, pour s'assurer. Elle ne s'était pas trompée d'heure. Non, ils étaient devenus à l'heure. « Tu as dit qu'en prendre la marchandise, » répondit-elle. « Nous sommes venus à cette heure. » Tu mélanges les mots à présent pour baisser le prix. Le marchand sourit plus largement, mais les yeux restèrent en froid. Tu parles hardiment, prononça-t-il. La hardiesse sied aux chansons, non au commerce. Rafnkel avança d'un pas. Sa voix était calme, mais y naquit une fermeté, comme dans une corde serrée au nœud. Elle parle juste, dit-il. Nous sommes venus à temps, et notre poisson est bon. Tu n'es pas de ceux qui péchandent pour de l'air, et nous ne sommes pas de ceux qui donnent leur labeur pour un sourire. Le marchand le regarda attentivement, comme pour jauger le danger de disputer un homme de mer qui a ses routes entre les fjords et sa réputation. Puis son regard glissa sur Ragnhild. L'espace d'un instant y passa cela même, le désir de diviser, dire une chose à l'un, une autre à l'autre, glisser le doute comme un couteau sous la ceinture. « Rafnkel » prononça-t-il doucement, presque confidentiellement. « Toi, je te connais. Tu es homme de route. Tu trouveras toujours où écouler ta marchandise. Mais elle, c'est plus dur. Le printemps n'attend pas. Les dettes mollettes non plus. » Ragnhild releva vivement le menton. Elle comprit qu'il essayait de la faire le maillon faible. Et s'était si effrontée qu'un instant elle sentit un calme froid. Quand l'ennemi montre les dents, il devient plus facile de le voir. « Ce ne sont pas tes affaires, mes dettes, dit-elle. Parle de tes paroles. Les tiens-tu ou non ?» Le marchand écarta les bras. « Je tiens ce qui est profitable à tenir, » répondit-il. « Voici ce que je te dis. Je prends le poisson, mais le prix sera plus bas. Pas de dispute. C'est ainsi que va le commerce. » Il nomma la somme
et elle sonna comme s'il avait craché de l'argent dans la boue. Les gens autour se turent. Certains pensèrent peut-être que c'était juste, car le marchand a toujours raison quand il a la balance et la faim d'autrui. D'autres virent à la ruse et détournèrent les yeux, car s'en mêler est dangereux. Ragnhild sentit en elle se tendre une fine corde. Elle voulait dire non, tourner les talons et partir, tout lâcher et qu'il pêche lui-même. Mais derrière cette corde se dressaient les visages des voisins, la dette d'hiver, le sac de grains qui se vidait, et ne se remplirait pas d'orgueil. Elle regarda Hrafnkel, et dans ce regard était une demande qu'elle ne prononça pas, ne pas la laisser céder, mais ne pas la faire faible. Hrafnkel se tut quelques instants. Il voyait le marchand abuser de leurs besoins. Il voyait Ragnhild tenir bon, et il comprenait, si à présent ils se disputaient par les mots. Il risquait de perdre non seulement l'argent, mais la possibilité de vendre tout court. Le marchand pouvait aller à un autre fjord, propager une mauvaise rumeur, faire que leur labeur ne serve à personne. Hrafnkel dit d'une voix basse, « Tu prends le poisson à ce prix aujourd'hui, mais souviens-toi de ce que tu fais. La mer n'aime pas ceux qui mesurent tout à l'argent. » Le marchand eut un rictus. « La mer aime ceux qui savent qu'il a construire des navires, » répondit-il. « Et ceux qui ne savent pas, qu'il prie. » Ragnhild serra les doigts sur le bord du filet, au point que les jointures blanchirent. Elle dit tout bas, mais distinctement, « Nous acceptons. » Les mots lui coûtèrent en chair. Ils furent comme un pas sur une pierre qui semble glissante. Tout en elle protestait. Mais avec le proteste, il y avait autre chose. Elle avait choisi. Non pour le marchand, pour tenir, pour que le malheur ne la ronge pas par morceaux. Le marchand s'anima, comme s'il entendait une chanson plaisante. Il fit signe aux serviteurs et à ses hommes, ordonna de peser et de transborder le poisson. L'argent, il le compta vite, comme craignant un repentir. Les pièces tintèrent dans la paume de Hrafnkel. Une part passa à Ragnhild. Cet argent était vrai, froid, mais il portait une amertume, comme le haut après la pluie. Quand l'affaire fut faite, le marchand dit, sans plus cacher sa satisfaction, « Vous voyez comme c'est bien quand les gens savent leur place. » Ragnhild se retint à peine de répondre. Elle serra seulement le filet contre sa poitrine, comme si elle devait tenir quelque chose à elle pour ne pas sombrer dans l'humiliation d'autrui, et demanda, presque en chuchotant, se tournant vers Hrafnkel pour que le marchand n'entende pas, « Est-ce une épreuve? Nous avons cédé l'orgueil. Avons-nous bien fait ?» Hrafnkel la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié du haut vers le bas, mais un égal aveu de sa force. Il dit tout bas, qu'il éprouve. « Nous ne sombrerons pas. » Ragnhild hocha la tête, comme si elle posait ces mots sur son cœur, tel un tissu chaud sur une plaie. Le marchand, entre-temps, préparait son navire au départ. Ses hommes tendaient les cordes, fixaient les tonneaux, vérifiaient le mât. Au quai, le bruit reprit, les conversations coulèrent, comme si rien ne s'était passé. Mais Ragnhild sentait les regards. Certains regrettaient, d'autres se réjouissaient de la concession d'autrui, d'autres notaient et simplement qu'elle n'était pas repartie en larmes. Elle marchait du quai à la maison, et chaque pas était égal. Elle n'avait pas laissé l'humiliation changer sa démarche. Quelques jours passèrent. Le printemps feignit de nouveau le calme. Les gens travaillaient, les filets prenaient du poisson. La vie avançait. Le marchand ne resta pas longtemps au port, comme toujours. Il aimait emporter le labeur d'autrui là où il vendrait plus cher. Le jour du départ, il parut au quai plus paré qu'à l'ordinaire, comme pour un festin. Autour de son cou brillait une chaîne, aux doigts des anneaux. Il parlait fort, riait, offrait à qui voulait les restes d'une bière bon marché, comme s'il voulait laisser le souvenir non d'un avide, mais d'un généreux. Ragnhild le vit de la rive. Elle se tenait près de l'eau où les pierres étaient lisses et tenait un morceau de corde, vérifiant les nœuds. Hrafnkel était près d'elle, aidait à charger sa barque, mais ses yeux suivaient aussi le dracard du marchand. L'air portait une tension étrange, comme avant l'orage, bien que le ciel parût pur. Quand le marchand s'écarta du quai, le fjord se tut un instant.
Puis le vent fouetta l'eau et des traînées sombres y coururent. La rafale vint brusquement, comme d'un étroit défilé entre les rochers. La voile du navire marchand claqua, se tendit, et le vaisseau fila plus vite qu'il ne fallait. Les hommes à bord s'agitèrent. Quelqu'un cria. Puis une seconde rafale frappa plus fort, et le drakkar tangua. Ragnhild sentit le froid en elle. C'était un sentiment connu. La mer change soudain de voie, et l'homme comprend qu'il n'est plus le maître. Sur la rive, les gens s'arrêtèrent aussi. Quelqu'un porta la main au front, pour mieux voir malgré la lumière. Le vent redoubla. Le drakkar du marchand présenta le flanc, comme poussé. La voile se débattit, tel un animal pris au piège. Le mât grinça plaintivement. Les hommes à bord couraient, tentaient de relâcher le gréement, mais tout alla trop vite. Un craquement sec retentit, et le mât fléchit. Il ne tomba pas d'un coup, mais se brisa si clair que l'on vit, le voyage était devenu lutte. Le marchand, qui riait encore au quai, s'accrochait à présent au bastingage et hurlait des ordres que le vent emportait sans obéir. Son visage était gris. Il comprenait que l'argent ne sert à rien quand la corde rompt. Raffinkel jura entre ses dents, non fort, mais comme un homme à qui il peine de voir le malheur d'autrui, même mérité. Il fit un pas vers sa barque, comme pour sortir, aider. Mais la mer ne permet pas toujours l'aide, et dans l'étroit fjord, quand le vent tournoie, 2 navires peuvent devenir un seul malheur. Ragnhild restait immobile, mais la corde tremblait dans ses doigts. Elle regardait le drakkar et ne pensait pas que le marchand l'avait mérité. Elle pensait que la mer avait entendu leurs mots. Elle se rappela comment Hrafnkel avait dit au marchand que la mer prendrait le sien, et voilà que la mer semblait répondre. Le vent changea soudain de direction, comme si une main invisible tirait un fil. Le drakkar tingua encore, et le mât brisé craqua plus fort. La voile pendit, partie du gréement s'arracha. Le navire perdit de la vitesse et pivota vers une eau plus calme. Les hommes à bord se cramponnaient, l'un tomba, un autre se releva. Pas de sang visible, mais la peur l'était clairement du rivage. Les gestes devinrent saccadés, les visages blancs. Enfin, le drakkar, battu et humilié, mais vivant, put s'accrocher à un coin tranquille près des rochers. Il n'était pas allé loin. Il n'avait pas vaincu la mer. Il avait simplement survécu. Et cela suffit pour que le village expire. On vit après le marchand sur la rive. Il marchait, jurait, comptait les dégâts, criait après ses hommes. Il était vivant, ses gens vivaient, mais sa voix n'avait plus cette assurance avec laquelle il parlait de la place d'autrui. Il se rappelait à présent la sienne, entre les planches du navire, et l'eau d'Ao qui ne marchande pas. Ragnhild regarda Hrafnkel, dans ses yeux mêlés soulagement et souci, comme si elle ne saisissait pas tout à fait si ce signe était à célébrer. « Est la justice ?» demanda-t-elle tout bas. Hrafnkel ne répondit pas tout de suite. Il regardait la mer, comme on regarde un aîné qui peut punir ou sauver. « C'est une leçon, » dit-il enfin, et pas seulement pour lui. Ragnhild hocha la tête. Elle comprit que le marchand avait reçu ce que tous craignaient, le rappel que la mer vaut plus que l'argent. Mais elle sentit aussi autre chose. Si les dieux ou l'eau chaude savent ainsi intervenir, leur alliance aussi est sous regard. La prochaine épreuve peut être plus proche qu'il n'y paraît. Et quand le soir le fjord redevint calme, et qu'une fine brume s'éleva sur l'eau, Ragnhild se surprit à une pensée qui fit chaud et peur à la fois. Elle attendait non seulement la prochaine pêche, elle attendait le prochain pas de Hrafkel à ses côtés. Et elle ignorait ce qui serait plus dangereux. Affronter de nouveau le marchand, ou comprendre que sans ce calme homme de mer près d'elle, ce serait vide, comme sans filet. Après l'histoire du drakkar marchand, le village vécut quelques jours comme en marchant sur glace fine. Les gens riant de nouveau au foyer, disputaient encore du prix du sel et de l'endroit où le poisson est plus gras. Mais ces conversations portaient un nouveau souffle. Moins d'arrogance, la mer s'était rappelée non par sang ni mort, mais par humiliation pour qui humiliait. Et cela fut presque plus effrayant. Quand le malheur frôle sans prendre vie, il reste temps de penser. Le marchand ne resta pas longtemps.
Il réparait mâts et voiles, jurait après ses hommes, s'énervait contre le vent, comme si le vent lui devait. Mais la colère ne rendait pas l'ancienne force. Il devint plus discret, plus prudent, et son sourire ne luisait plus si effrontément. Quand il partit enfin, son dracard quitta le fjord non en vainqueur, mais en homme qu'on relâche. Il ne se tourna pas vers le quai, et ce fut le geste le plus honnête de tout. Il ne voulait pas regarder en face ceux qu'il tenait pour plus faibles, car il savait à présent combien faible peut devenir n'importe qui. Ragnhild se tenait sur la rive quand le navire disparut derrière le coude de l'eau. Le vent était doux mais frais. Le début du printemps tenait encore le froid en lui. Elle regardait la ligne sombre de la voile et ne sentait pas de joie du malheur d'autrui. En elle, il y avait autre chose, un lourd soulagement et un étrange silence. Comme après une forte dispute, quand soudain on comprend que la dispute n'importe plus. Rafunkel se tenait près d'elle. Il ne disait pas de grands mots, ne faisait pas mine d'avoir tout prévu. Il regardait simplement la mer, comme un homme qui sait. La mer entend et se souvient. Stirkar, bien sûr, ne put se retenir. Il cracha par-dessus l'épaule par habitude et dit comme incidemment, « À présent, le marchand priera tous les dieux à la fois, pour que le vent n'oublie pas son nom. » Ragnhild le regarda et un sourire passa dans ses yeux. « Qu'il prie, dit-elle. L'essentiel, qu'il mente moins. » Stirkar écarta les bras et s'en alla vers le quai, comme si urgemment il devait vérifier les cordes. Mais en partant, il se retourna vers eux avec cette expression de qui a vu beaucoup d'histoires d'autrui et comprend soudain qu'en une devient belle. La vie reprit son cours. Le filet prenait du poisson. La pêche arrivait. Ragnhild rentrait chez elle avec Lulov, non comme un miracle, mais comme fruit du labeur. Les dettes qu'il avait pesées tout l'hiver fondaient comme neige au versant sud. Elle ne se réveillait plus la nuit du seul effroi que demain, il n'y ait rien à payer, rien à manger. Cela ne voulait pas dire que l'inquiétude avait disparu. En ces lieux, l'inquiétude vit dans les gens comme le sel dans l'air. Mais à présent, l'inquiétude n'était plus l'unique soutien. Rafunkel s'attardait plus souvent au port. Il trouvait des raisons qui sonnaient sensées, attendre le bon vent, aider les voisins à charger, raccommoder le gréement. Stirkar voyait cela et se taisait. Parfois il souriait, mais ne taquinait pas. Même lui comprenait, si l'on plaisante trop fort, on peut effrayer ce qui grandit en silence. Ragnhild non plus ne nommait pas cela à voix haute. Elle ne se disait pas qu'elle s'habituait à sa présence. Elle se disait qu'elle s'habitue à la faire. Travailler ensemble profite, ensemble on tient mieux tête aux marchands, ensemble on garde plus aisément la parole. Mais dans les détails, la vérité affleurait d'elle-même. Il lui devenait plus calme de voir son navire au quai, plus aisé de respirer, quand dans la conversation sonnait sa voix égale. Elle se surprenait à noter comment il ajuste la corde d'un geste, comment il regarde le ciel avant de partir, comment il se tait quand les autres font bruit. Et de ces observations, montait en elle une chaleur qu'elle ne savait expliquer. Un soir, jour faste où le poisson abondait, on fit un petit festin dans la longue maison du chef, non bruyant, non jarlique, sans vantardise ni chant jusqu'au matin, mais tel que le font les gens libres qui savent se réjouir, mais se rappellent qu'il faut se lever tôt demain. On posa sur la table des bols de potage, du pain, du poisson séché, un peu de viande gardée pour les jours gais. Le miel coula dans les coupes avec parcimonie. Mais honnêtement, au mur pendaient boucliers et lances, non en menace, mais en rappel. Le monde ne tient pas au sourire. Ragnhild ne siégeait ni au centre ni dans l'ombre. Elle avait pris l'habitude de se tenir ainsi que la voient ceux qui doivent la voir. Quelques femmes près d'elle parlaient tissus, enfants, façon de sécher le poisson sans moisissure. Ragnhild écoutait d'une oreille. Elle notait autre chose. Comment Hrafkel entrait, ôtait son manteau, saluait les maîtres sans se mettre en avant. Il s'assit non près d'elle. Mais si elle sentait sa présence, comme on sent le feu chaud même de l'autre bout de la maison. Stirkar, bien sûr, fut le plus près de la mangeaille et des propos. Il riait, contait l'histoire d'une fois où il marchandait le sel si fort qu'on le prit presque pour voleur, et comment il s'en sortit en feignant ne pas comprendre la langue. Les gens riaient. En ces lieux, on chérit le rire, car il aide à passer le froid. À un moment, quelqu'un évoqua les dieux.
dit que la mère cette année était trop attentive. L'un se signa à la chrétienne, discrètement, sans ostentation, car ici tous n'aimaient pas encore les nouveaux signes. Un autre murmura un nom de vieil dieu et cracha vers l'âtre pour ne pas attirer le mauvais œil. Ragnhild regardait le feu et pensait combien aisément les gens se partagent entre qui croit fort et qui croit en silence. Ravkel s'approcha quand le festin tirait à sa fin et s'assit en face d'elle. Entre eux, assez d'espace pour que nul ne pense de trop et assez près pour s'entendre sans effort. Il posa les yeux sur ses mains. Elles restaient ouvrières, griffées de fines marques, mais à présent, y était une assurance que la peur rongeait avant. « Le filet tient, dit-il tout bas. Ragnhild hocha la tête. Il tient parce que je l'y ai forcé. Il eut un léger rictus, parce que tu sais forcer. Ragnhild voulut répondre avec pointe, mais s'en abstint. Au lieu, elle dit, regardant le feu, « Nous avons oublié une chose. » Hrafnkel assaussa les sourcils. « Laquelle ?» Ragnhild se tut un instant, comme choisissant s'il valait la peine de le dire, puis prononça calmement, « La gratitude. Je pense sans cesse que nous avons trop parlé d'êtes et marchands. Or la mère, elle ne prend pas seulement, elle donne aussi. Et si Njord est vraiment intervenu, ce n'est pas pour que nous nous vantions, mais pour que nous comprenions. » Hrafnkel la regarda plus attentivement. « Tu veux porter un don ?» Ragnhild hocha la tête. « Non une paye, je n'aime pas marchander avec les dieux. Je veux dire merci, pour la chance. » Hrafnkel se tut quelques instants, puis dit, « Alors allons demain, le soir quand ce sera plus calme. » Ragnhild accepta, et de cet accord simple, monta en elle un sentiment étrange, comme s'il convenait non d'un chemin vers la pierre, mais de choses plus graves, de ce que à présent existe un ensemble, et qu'il devient habituel. Le soir suivant, le ciel se dégagea. Sur le fjord flottait une fine lame de lumière, comme un couteau à la ceinture, et l'eau semblait calme mais profonde. Le printemps tenait encore le froid, mais moins méchant. Sur la rive, c'était silencieux. Seuls tintaient au loin les chaînes des barques et crissaient le gravier sous les pas. Ragnhild sortit de chez elle avec un petit ballot. Il contenait un peu de sel, un morceau de bon poisson et une petite pièce qu'elle gardait pour le jour noir. Elle ne pensait pas que les dieux aient besoin de pièces, mais la pièce était signe. Voilà part du labeur, part de la chance, part de ce qu'on a su retenir. Hrafnkel l'attendait au sentier. Il portait un manteau chaud fermé par une simple boucle et ceinture au couteau. Non pour menacer, mais car ici on ne va sans couteau même à la pierre près de l'eau. Il vit son ballot et ne demanda rien. Il marcha simplement à côté. La pierre se dressait au bord même de l'eau, un peu à l'écart du sentier. Tous la connaissaient. Ce n'était ni hôtel ni temple. C'était un grand galet lisse que la mer avait taillé et laissé, comme marque sur la rive. Parfois y gisaient de menus dents, coquilles, pincées de sel, os, morceaux de pain. Les gens n'en parlaient pas fort. Ils faisaient simplement, car c'était juste. En ces lieux, la foi n'aimait pas les mots superflus. Ragnhild s'arrêta devant la pierre et resta un moment silencieuse. Hrafnkel ne la pressait pas. Il se tenait près d'elle, un peu en arrière, pour ne pas peser de sa présence. Le vent agitait le bord de son manteau, et le tissu bruissait doucement, comme s'il voulait lui-même dire quelque chose à la mer. Ragnhild défit le ballot et posa sur la pierre le sel et le poisson. Puis, après un instant d'hésitation, elle y mit la pièce. Ses doigts s'attardèrent un instant de plus sur le métal froid, comme si elle prenait congé d'une part de sa peur. Puis elle retira la main. « Ce n'est pas un paiement, » dit-elle tout bas. « C'est de la gratitude. » Pour la chance de ne pas sombrer, les mots s'envolèrent dans le vent. La mer répondit par un doux clapotis, comme un signe de tête. Hrafnkel s'approcha et posa près d'elle un petit morceau de résine et un court tronçon de corde, coupé droit. Son don était simple, marin. Il portait ce qui tient un navire. « Pour le chemin du retour », prononça-t-il aussi bas, et pour que le chemin mène parfois là où l'on n'avait pas songé. Ragnhild le regarda. Dans la pénombre, son visage semblait calme, mais ses yeux portaient une gravité profonde.
Elle comprit soudain, cet homme ne sait pas parler joliment des sentiments, mais il sait les tenir comme il tient la voile au vent. Ragnhild eut un léger sourire, sincère, sans épines. Si c'était Njord, dit-elle, il a un sens de l'humour étrange. Hrafkel répondit, et pour la première fois depuis longtemps sa voix portait de la chaleur. Mais ça marche, comme toi. Ragnhild eut un petit reniflement, sans malice. N'y prends pas goût à louer. Hrafkel fit un pas de plus. Il ne lui saisit pas la main, ne tenta pas d'étreinte, ne dit pas de grands mots. Il s'approcha simplement si près que seul l'air les séparait, et cet air était chaud de leur souffle. « Trop tard, dit-il tout bas. J'ai pris l'habitude de penser à toi quand je regarde la mer. » Ragnhild se figea. Sa défense habituelle se leva comme un bouclier, mais retomba aussitôt. Car ces mots ne portaient ni demande ni exigence. Ils étaient un aveu égal, tel un nœud serré sans colère. Elle ne répondit pas par moquerie, ne détourna pas le regard. Elle prit seulement son manchon, doucement, comme on prend une corde pour tester si elle tient. Le tissu sous les doigts était de laine, chaud. Elle l'attira un peu plus près et appuya l'épaule à son épaule. Ce n'était ni promesse au monde entier, ni chanson pour festin. C'était un petit geste qui, en ces lieux, vaut plus que des serments. Hrafkel ne bougea pas brusquement. Il inclina seulement la tête un peu plus près, si qu'elle sente. Il est là sans presser. Son souffle était égal, et Ragnhild comprit soudain qu'elle n'avait pas senti, depuis longtemps calme pareil près d'elle. Elle voulut dire quelque chose d'aigu, pour ne pas montrer combien cela compte. Mais les mots ne vinrent pas. Ne vint qu'un accord silencieux au-dedans, c'est possible. La mer clapota contre la pierre, et le son fut doux, presque caressant. Le vent passa sur l'eau en traînée sombre et s'en alla. Le fjord s'étendait devant eux, tel un long chemin, et dans ce chemin il y avait tout. Jour froid, labeur, tempête, marchandage, malheur, pêches heureuses. Mais à présent dans ce chemin entrait autre chose. Un homme près d'elle qui ne cherche pas à sauver sans demander, mais sait marcher ensemble. Ils restèrent un peu plus près de la pierre. Puis Ragnhild recula la première, sans lâcher tout de suite son manchon, comme si elle voulait emporter la sensation de sa chaleur. Hrafkel la regarda et demanda tout bas, presque simplement, « Demain, on part tôt ?» Ragnhild hocha la tête, et dans sa voix, quand elle répondit, il y avait ce qui n'y sonnait pas avant, « On part, mais on vérifiera les nœuds. » Hrafkel eut un sourire en coin. « On vérifiera les nœuds. » Ils repartirent vers le village. Dans les fenêtres des longues maisons brillaient déjà les feux. On sentait fumée et pain. Quelque part au bord du port grinça une corde au mât, et ce son parut soudain à Ragnhild non alarmant, mais habituel, presque proche. Elle marchait aux côtés de Hrafkel et comprenait. Devant il y aura. Il aura encore beaucoup d'épreuves. La mer n'aime pas donner la vie sans tester. Mais à présent, elle avait ce qu'elle n'avait pas avant. Et de cela même le vent froid semblait un peu plus doux,